Conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel, la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement s'est penchée entre autres sur le réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017 et les incidents enregistrés à Adiaké. On parlera également santé dans ce journal. Ce mercredi 8 février marque la journée internationale de lutte contre l'épilepsie. L'épilepsie, une affection neurologique qui n'épargne personne. 50 millions de personnes en souffrent dans le monde. Et puis la Somalie qui a un nouveau président, Mohamed Abdullahi, 54 ans, a été élu ce mercredi au second tour par les parlementaires. Un scrutin qui a enregistré 22 candidats, qui marque donc la fin d'un processus électoral maintes fois retardé dans le pays. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais tantôt, il y a eu Conseil des ministres ce mercredi matin au palais présidentiel. La réunion hebdomadaire des membres du gouvernement s'est penchée, entre autres, sur le réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017, le développement de l'économie numérique et également les incidents enregistrés à Adiaké ces 2 derniers jours. Awa Atouré. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 9 février sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, s'est prononcé sur les manifestations des forces spéciales à Adiaké. Ces incidents ont été effectivement occasionnés par quelques éléments établis à Adiaké, qui, dans la journée d'hier, ont tiré en l'air et occasionnant donc la fermeture des commerces, troublant évidemment l'activité économique dans la ville d'Adiaké. Le gouvernement a évidemment immédiatement entamé les discussions avec les soldats concernés. Il est même prévu qu'une délégation de ces militaires soit reçue par le ministre de la Défense également, pour dire que les discussions ont lieu. Mais le gouvernement tient ici à dire quand même qu'il condamne et qu'il déplore ces formes violentes de revendication. L'idée, c'est, quand il y a des choses qui ne vont pas, d'alerter et d'alerter de façon paisible la hiérarchie concernée, de façon à ce que les problèmes soient remontés, s'il le faut, jusqu'au Conseil des ministres, s'il le faut, jusqu'au président de la République. Mais dans tous les cas de figure, l'idée, c'est de dire, calmons les choses et discutons chaque fois qu'un problème se pose. Parce que malheureusement, chaque fois qu'il y a des revendications dans ces formes, c'est des blessés. Malheureusement, il y en a eu encore 2 hier. Et au-delà, ce type de revendications, malheureusement, trouble l'activité économique. Tout cela, malheureusement, ternit l'image de notre pays. Pour une meilleure préparation des examens de fin d'année, le gouvernement a pris la décision de réaménager le calendrier scolaire 2016-2017. Suite à la grève des fonctionnaires qui a occasionné 15 jours de suspension des cours au niveau de l'enseignement général et technique, ainsi que de la formation professionnelle, un réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017 a été rendu nécessaire. Ce réaménagement se traduit notamment par la suppression des congés de février, par la réduction des congés de Pâques, initialement prévus du 12 au 24 avril. Donc ces congés de Pâques sont désormais réduits du 12 au 17 avril. Tous ces aménagements permettront en principe de maintenir inchangées les dates des examens scolaires de fin d'année. Autrement, il faudra rogner sur les grandes vacances scolaires ou éventuellement, si les pertes sont plus importantes, ou éventuellement envisager la non-validation de l'année scolaire 2016-2017, ce que personne ne souhaite. Bâtir une administration moderne au service du citoyen, un processus enclenché avec la création d'un observatoire du service public. C'est un organe de veille permanent, logé au sein du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, dont la mission est de constater l'efficacité et la transparence du service public par l'écoute, le recueil des plaintes des usagers et le suivi de ces plaintes. Avec l'adoption du projet de loi sur la société d'information,
le Conseil entend accroître l'impact des TIC sur le développement humain. Ce projet de loi vise à établir en Côte d'Ivoire les principes d'une société de l'information inclusive, sécurisée à dimension humaine, propice au développement économique, social et culturel de notre pays. Il a également pour objectif d'améliorer le cadre de développement du secteur des TIC par l'institution d'une commission nationale chargée de mettre en cohérence toutes les initiatives publiques en matière économique et sociale. Dans le cadre toujours du développement de l'économie numérique, le gouvernement a fait le point sur la mise en œuvre du programme de gouvernance électronique. Le nouveau chef de corps de l'école de gendarmerie d'Abidjan de la première légion de gendarmerie territoriale, de la première légion de gendarmerie mobile et du groupement d'intervention et de sécurité ont été installés hier mardi. Il s'agit respectivement des colonels Bakayoko Lassana, Yeo Ousmane, Mbaya Patrick Alexandre et du lieutenant-colonel Bassante Badara Ali. Notez que la cérémonie de passation de commandement s'est déroulée à l'école de gendarmerie, ici même à Cocody. L'agro-business, arnaque ou opportunité, le sujet continue d'alimenter les débats dans les salons et autres lieux de rendez-vous, ici même en Côte d'Ivoire, pour permettre donc aux téléspectateurs de mieux s'informer sur la crise qui secoue le secteur de l'agro-business. Eh bien, la RTI, la radio-diffusion-télévision ivoirienne, a ouvert le débat hier, une émission très attendue, très suivie. Et justement, pour ceux qui n'étaient pas au rendez-vous, je vous propose de revenir sur les temps forts de cette émission. On aura tout simplement très bien. Alors donc, Monsieur Ouattara, vous avez la parole. Nous avons écrit au Mais Madame Kofi, je serai obligé de vous arracher la parole parce que nous disciplinons le plateau. Après 50 minutes de débat entre les représentants des entreprises d'agrobusiness, les souscripteurs et l'État, on en sait plus sur le phénomène d'agrobusiness. Chacun avait des positions à défendre ou des explications à donner. Depuis un mois, les 22 milliards de francs CFA disponibles sur les comptes des entreprises d'agrobusiness ont été gelés après une enquête. On a constaté que les réalisations agricoles, quand elles existent, ne peuvent pas justifier les masses d'argent qui donnent. Je donne un exemple très simple. Il y a une des structures la plus grande qui a déclaré avoir 300 hectares à Koriakro. Nous sommes allés, on a vu que 15 hectares vraiment défrichés sur les 300 hectares. On allait à Kanianso vers Famiankro. Il n'y a que 3 hectares de fait là-bas. À Bessedi-Briand, il n'y a que 8 hectares. Donc, aucun promoteur d'agrobusiness n'a démontré que c'est les ressources qui brassent reviennent de l'agriculture. Le capital investi par les souscripteurs s'élève à 66 milliards de francs CFA pour 660 milliards de retours sur investissement. Que nous soyons remboursés par nos RSI. La décision prise par le groupe de travail et le groupe d'éveil est contre nos souscripteurs et non contre les entreprises agrobusiness. Parce que c'est nous qui subissons la conséquence directe de cette saisine et de gel des avoirs. Je pense que ces mesures ont été prises dans l'intérêt des souscripteurs. On dit qu'il y avait 66 milliards, on en a retrouvé 22. On dit que c'est une activité dont on n'a pas encore le mécanisme parce que ça peut avoir un caractère illicite. On vient de partager le point de vue. La première chose qu'on fait, on prend une disposition pour sécuriser, je vais dire, d'abord le secteur, mais surtout les souscripteurs. Parce qu'après, les mouvements de divagation financiers, je vais dire, vous allez les retrouver ailleurs. Des échanges, on note l'engagement des entreprises d'agrobusiness d'assainir le secteur. On veut fiscaliser la corporation, on veut travailler avec tous les acteurs du secteur, être encadré parce qu'il y a une intelligence économique aussi qui s'est fondée autour de ça, que nous aimerons bien vous expliquer, et puis mettre ça vraiment à profit. Tout compte fait, il existe une possibilité de fédérer les intentions. Je crois qu'il faut avoir déjà le même niveau d'information, le partager, en ayant à l'esprit que le plus important, c'est de trouver la bonne solution pour tous ceux qui ont créé des conditions aujourd'hui, qui ont des difficultés pour rentrer, pour recouvrer leur épargne. Ce débat a permis de comprendre la volonté des souscripteurs, des responsables d'agrobusiness et de l'État de résoudre au mieux la crise qui secoue le secteur. Environ 36 700 souscripteurs sont concernés. Le comité de veille invite tous les souscripteurs à rester calmes et sereins. Il rassure par la même occasion que le remboursement du capital investi par chaque souscripteur se fera avec leur implication
et seront des règles qui seront connues de tous. Le groupe de travail sur le phénomène d'agrobusiness au ministère de l'économie et des finances travaille à une issue heureuse de la situation. Voilà, 52 minutes de débat résumé pour vous donc par Francis Boifo. On parle santé à présent. Ce mercredi 8 février marque la journée internationale de lutte contre l'épilepsie. L'épilepsie est une affection neurologique qui n'épargne personne. 50 millions de personnes en souffrent dans le monde. On peut guérir de l'épilepsie, seulement le traitement n'est pas accessible à tous. La situation dans le monde avec Alexis Odraogo. L'épilepsie, environ 50 millions de personnes vivent avec aujourd'hui dans le monde. À l'échelle mondiale, la maladie est diagnostiquée chez un peu moins de 3 millions de personnes chaque année, un chiffre en hausse dans les pays à faible revenu. Indexées, les maladies endémiques telles que le paludisme ou encore les lésions liées à des accidents comme ceux de la route ou même des grossesses. Si la prévention est impossible pour une certaine forme de la maladie, des mesures peuvent être prises pour éviter les causes connues d'épilepsie secondaire. Parmi elles, la prévention des traumatismes de la tête pour éviter l'épilepsie post-traumatique, l'amélioration de la qualité des soins prénataux pour réduire les cas d'épilepsie dus à des traumatismes à la naissance. Par ailleurs, bon à savoir pour les parents, faire baisser la température d'un enfant fiévreux peut réduire le risque de crises fébriles qui peuvent souvent déboucher sur des cas d'épilepsie secondaire. L'épilepsie représente 0,75% de la charge mondiale de morbidité. L'épilepsie, une maladie mal connue et qui pourtant se guérit. Qu'est-ce que l'épilepsie? Comment se manifeste cette maladie? Quelle prise en charge en Côte d'Ivoire? Quelle prise en charge donc des malades? Éléments de réponse dans ce dossier signé Sita Soro. Cris, convulsions, baves, perte de connaissance, cette mère les vit au quotidien à chaque crise d'épilepsie de son fils. Né d'une grossesse gémellaire, l'un des jumeaux a manqué d'oxygène à la naissance, d'où est partie sa crise d'épilepsie. Pendant l'accouchement, lorsque le premier est sorti, lui il est sorti un peu irrité, puis il n'a pas pleuré. Les crises ont commencé à l'âge de 1 an, 6 mois. Et comment ça s'est présenté? Bon, la première fois, c'était dans la journée, environ de midi. Il est tombé, il a commencé à convulser, puis il a commencé à baver. Donc les grands-parents avaient dit que c'était les maladies d'oiseaux. Puis bon, après ça, on est parti à l'hôpital, puis on est revenu à la maison. On dit que c'était un palud, puis c'est fini. L'épilepsie est une maladie neurologique qui se caractérise par un fonctionnement anormal de l'activité du cerveau. La personne atteinte d'épilepsie peut tomber et éprouver des contractions musculaires et convulser. Elle va se manifester par des signes cliniques. Ce qu'on connaît, c'est la grande crise. Antérieurement, on parlait de crise grand mal. Dans les ethnies, on parle de maladie de l'oiseau. La personne pousse un grand cri, elle tombe et puis elle est agitée avec les secousses des membres. Ça, c'est la crise la plus importante qu'on connaît. Mais sinon, les manifestations sont très nombreuses en fonction du territoire du cerveau qui est en crise. C'est un problème de décharge électrique. Il existe 3 catégories d'épilepsie que sont les épilepsies secondaires ou symptomatiques liées à une lésion cérébrale, les épilepsies idiopathiques, souvent liées à une prédisposition génétique, et les épilepsies cryptogénétiques, dont les causes restent inconnues. Ce sont plus de 50 millions d'épileptiques dans le monde, soit 5% de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, ce chiffre est de 7%. La maladie est plus fréquente dans les pays en développement et les plus touchés sont les enfants et les personnes âgées. Les enfants, parce que à cause de toutes les infections, telles que le paludisme, toutes les méningites, et puis le cerveau est encore fragile. Et puis les personnes âgées, vous savez que les personnes âgées, hypertendues, diabétiques, ils font des accidents vasculaires cérébraux, ou bien ils ont des tumeurs, ils ont des cancers du cerveau, et ces personnes-là. Mais c'est surtout chez les enfants, c'est plus marqué. Les taux peuvent aller en Afrique ou bien dans les autres pays en développement, où les taux peuvent être supérieurs à 10% et même voire plus. Les conséquences de l'épilepsie peuvent être dangereuses et mortelles pour le patient. L'épilepsie en soi ne tue pas, mais les conséquences de l'épilepsie peuvent tuer. Parce que vous savez que dans la grande crise, par exemple, l'enfant a la respiration bloquée, il ne respire pas. Alors, si la crise se répète ou elle se prolonge pendant longtemps, le cerveau va manquer de son oxygène, de son glucose. Et là,
si la crise se prolonge, elle peut tuer. Pour cela, il existe plusieurs traitements afin de réduire les risques, voire guérir la maladie. Il y a plusieurs types de traitements. Il y a les anciens médicaments. On a 4 classiques qu'on avait ici, accessibles parce que peu coûteux. Et puis, de plus en plus, il y a des nouveaux médicaments qui ont été fabriqués avec le développement de la science. On connaît maintenant la physiopathologie et on essaie de bloquer ces crises sur le plan physiopathologique. Alors, il y a certains médicaments qui ne sont pas très coûteux. Par exemple, le phénobarbital. C'est le moins coûteux, l'OMS le conseille. Pour déclarer quelqu'un guéri et pour commencer à arrêter son traitement, il y a des règles. 2 ans sans crise. Quand on met le traitement, si la personne a passé 2 ans sans faire de crise, alors on commence à diminuer, on n'arrête pas brutalement, jamais. On diminue progressivement jusqu'à déshabituer son cerveau de ce médicament. Toutefois, des préjugés existent sur la maladie, notamment la contamination. Nombreux sont ces personnes qui pensent que l'épilepsie est une maladie contagieuse, d'où la stigmatisation des épileptiques. À ce propos, le professeur rassure. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que la crise l'épilepsie n'est pas contagieuse. Parce que ce n'est pas une infection pour contaminer. C'est une décharge électrique, c'est un court-circuit qui se passe dans la tête de la personne, soit peut-être parce qu'elle a fait une maladie, soit parce qu'elle a une lésion. Le cerveau a souffert, il a laissé une lésion, une cicatrice quelque part. Et ça se passe dans la tête de la personne, mais pas dans la tête de celui qui va le toucher. Donc on peut manger avec un épileptique. On peut manger dans la même assiette, avec les mêmes verres, les mêmes assiettes, les mêmes cuillères. Depuis le début de son traitement, cet enfant va de mieux en mieux et les crises sont devenues moins fréquentes. Aujourd'hui, il mène une vie presque normale. Aujourd'hui, ça va. On dit pendant 2 ans. Si on suit bien le traitement, il sera guéri. Les crises d'épilepsie ou encore maladie de la honte peuvent être évitées. Pour cela, il est important d'être assidu dans le traitement et éviter des facteurs déclenchant des crises tels que le manque de sommeil et la consommation excessive d'alcool. Voilà ce qu'il fallait savoir donc sur l'épilepsie. On change complètement de sujet à présent pour évoquer ce petit métier juteux autour du commerce de volailles et de poissons à Bouaké. Nous sommes au centre de la Côte d'Ivoire et dans cette région, ils sont bien nombreux, ces jeunes qui s'adonnent à ces petites affaires pour donc échapper à l'oisiveté et à la faim. C'est ce que nous disent Marie Akobi et Walter Amadou Ouattara. Fuyant l'oisiveté et tous ses vices, ils sont nombreux à Bouaké, ces jeunes qui exercent plusieurs petits métiers. Grand marché de Bouaké, ici à Caille-Plumeur de poulet depuis 5 ans. Non loin de là, au marché de poissons, Adama est écailleur. Des activités nées du commerce de volailles et de poissons. Mais pour ces jeunes, le choix du métier s'impose à eux. Il n'y a pas le sous-métier, et puis il n'y a pas de travail au pays, ça colle ça. Non, c'est défendre ici, c'est mieux d'aller voler. Les petits jetons qu'on gagne, on s'en prend pour aller faire nos besoins avec. Ce n'était pas mon souhait, mais comme c'est le travail là, donc on a décidé de le faire avec. Notre travail, on a bien organisé. On égorge les poulets, maintenant, bon, il y a les barriques, le premier barrique qui est là, on met dedans, quand ça finit de trembler, maintenant on met dans l'eau chaude. Après ça, maintenant on nettoie, on met ça sur la table pour nettoyer en plus. Après ça aussi, on lave pour emballer pour donner aux clients. S'ils veulent, on découpe, s'ils ne veulent pas, on ne découpe pas aussi. Les prix des prestations qu'ils offrent à la population varient en fonction de la quantité de poulets et de poissons. Une chose est sûre, ces métiers sont de véritables activités génératrices de revenus. Les poulets qui viennent en groupe là, tels que les 100 poulets, on fait ça 50-50. Maintenant les poulets en détail, on fait ça 1 à 100 francs. Je gagne ma vie dedans quand même. 300, 400 poulets par jour. Je me débrouille pas mal, hein, comme je gagne un peu à manger et puis je gagne un peu à faire mes besoins un peu là. Donc par la grâce de Dieu, je remercie le Dieu pour ça. Maniant le couteau ou la machette, certes avec dextérité, ces jeunes sont constamment confrontés à des dangers dans l'exercice de leurs activités. À chaque fois, même machette nous blesse ici. Souvent, poisson peut nous piquer aussi. Macharon, les piquants des macharons, c'est très très dangereux. Bon, à chaque semaine aussi, on s'en fait piquer des tétanos. La clientèle, composée en majorité d'hommes, préfère avoir recours à ces jeunes gens. Des clients toujours satisfaits des prestations proposées. Pour nettoyer les poissons à la maison, ça prend trop de temps. Quand il fait souvent, bon, on n'arrive pas à bien faire. Or, quand on envoie les spécialistes, et ils font bien nettoyer, bon, sans problème. Je suis satisfait.
Depuis 5 ans, on travaille, il n'y a pas de manquant, et nettoie propre et fait tout pour nous. Anderson exerce son métier avec passion et dévouement. Il profite de l'occasion pour lancer un appel aux autorités afin qu'elles puissent les aider. Je veux que l'État n'a qu'à voir, n'a qu'à diminuer beaucoup les taxes pour que nous puissions avancer en vie. Le constat est clair. Ces petits métiers juteux se présentent comme des remèdes efficaces à l'épineux problème du chômage. À quelques jours seulement de la Saint-Valentin, cette bonne nouvelle pour les amoureux qui entendent officialiser leur relation à Séguéla. La ville a désormais une salle de mariage toute neuve. Elle a été inaugurée récemment. C'est dans cette salle que les mariages civils seront désormais célébrés dans la commune de Séguéla. D'une capacité de 150 places, elle a été entièrement rénovée par la mairie à hauteur de 42 millions de francs CFA. Réhabiliter la salle de fête pour lui donner un nouveau visage et une fière allure était devenu une obsession pour mon équipe municipale et moi-même. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je rends gloire à Dieu pour cela. Après l'inauguration de la salle de mariage, le maire et son équipe ont procédé à la visite de plusieurs chantiers en cours situés au cœur de la commune. Une auberge d'une capacité de 40 lits, un centre de métiers et 3 écoles primaires. Un vaste programme immobilier bientôt achevé. J'ai demandé de faire vite et ils ont dit que dans un mois et demi, ils vont nous livrer. Je crois que d'ici fin mars ou fin avril, tout sera opérationnel et sera fini. En plus des infrastructures en cours, des espaces ont été aménagés à l'intérieur de la ville pour le bonheur des populations. Monsieur le maire, je suis très mal en tête. Quand il fait chaud, on a un coin, on parle, ça s'assoit. C'est bien, quoi. Avant, c'était pas comme ça. Tout a changé, c'est devenu propre. Le coin est bien joli. Vraiment, ce sont des espaces qui manquaient à la ville. Depuis fort longtemps, on n'avait jamais eu ce genre d'espace où on peut se reposer.